Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi de C'est politique, spéciale élection municipale à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le jeudi 16 mars 2022 et selon les autorités, les indicateurs virologiques continuent d'augmenter. Le taux de positivité est à 15,9% et le taux d'incidence a doublé, passant de 524 à plus de 1000. Le facteur R est passé de 1 à 1,5. Et pour la semaine du 7 au 14 mars, donc, le nombre de nouveaux cas a augmenté de 90%. On compte 3775 nouveaux cas pour 23 741 tests réalisés. On sait bien que plus on réalise de tests, forcément plus on a de retours de cas positifs. Beaucoup de cas, mais toujours aucune incidence sur la situation hospitalière. C'est pas comme si nous n'étions pas au courant que le variant Omicron est moins virulent que les autres. Et ça fait effectivement 3 semaines maintenant qu'on attend un regain d'activité au CHU et ce n'est pas le cas. On compte 8 personnes en réanimation Covid, ce qui fait 3 de moins que la semaine précédente. 4 décès sont à déplorer pour des personnes âgées entre 74 et 80 ans. Le taux de couverture de la vaccination stagne, 80%, non pas du tout, 45% de première dose, 43% de deuxième, 23% pour la troisième. Visiblement, il n'y a pas beaucoup d'engouement pour le vaccin Novavax. Rappelons que la 4e dose est ouverte pour les plus de 80 ans et devrait être élargie aux autres publics dans les jours qui viennent. Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a d'ailleurs déclaré qu'il était au courant de la lassitude de la vaccination à répétition à raison de 4 doses pour une année. Ils sont donc en train de mettre au point une nouvelle formule géniale qui prendra en compte tous les variants. Et pour ce qui est des mesures qui découlent effectivement de cette situation épidémiologique, qui n'est pas catastrophique, mais bon, le couvre-feu est maintenu, sauf pour aller en boîte de nuit. Vous pourrez avoir une dérogation pour cela. Et notez également que le port du masque dans l'espace public est maintenu ici en Guadeloupe. Et bien qu'au national, le gouvernement donc autorise à enlever les masques, sur notre département, on redouble d'efforts pour continuer à les porter. Les centres communaux d'action sociaux vont procéder à la distribution de masques aux familles nécessiteuses. Regardez. C'est une action qui a été mise en place depuis quelque temps avec l'État, qui a donc participé sur une opération de distribution de masques en faveur des CCAS de Guadeloupe. Il s'agit aujourd'hui, dans le cadre de la pandémie, comme vous le savez, où les CCAS ont pris vraiment toute leur place dans cette pandémie, de manière sociale. Nous allons aujourd'hui, avec chaque CCAS, distribuer des masques aux populations qui sont en situation difficile pour leur permettre de comprendre qu'il faut toujours encore garder ces gestes barrières, garder encore les masques pour que nous puissions enrayer un peu cette pandémie. Nous avons donc distribué sur toutes les communes de la Guadeloupe. Aujourd'hui, nous distribuons sur la zone Grande Terre. La zone Basse Terre a déjà été faite. Nous avons aussi Marie-Galante, Désirade, toutes ces communes que nous allons donc distribuer des masques, puisque toutes les communes de la Guadeloupe, adhérentes à l'Union départementale des CCAS, ont des masques. Je suis venu récupérer ces masques pour distribuer. Le CCAS va s'en charger. Donc c'est une très bonne action, surtout au moment où on a besoin que les gens redoublent de vigilance. Donc c'est important pour nous de distribuer des masques dans la population pour que les gens soient bien protégés. Depuis très tôt, on a commencé à aider les gens. Donc nous avons ouvert à Moule un centre de vaccination. Ensuite, on a distribué déjà quelques masques. Mais aujourd'hui, que les gens commencent à baisser les gardes et le regardent un petit peu, c'est important de relancer la protection
pour que les gens continuent à être à l'abri de ce virus. Le CCAS est très fréquenté par les gens les plus nécessiteux et ce sont souvent ceux qui sont les plus nécessiteux qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter des masques. Donc ces gens-là viennent assez régulièrement ou alors à l'occasion de distribution de denrées, on va rajouter des masques pour que les gens puissent se protéger. Et maintenant, je reçois le docteur Danila Broussillon. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Alors, vous êtes venu nous parler de la journée du sommeil, le sommeil qui est très important pour récupérer, par exemple, de la maladie, mais qui peut éviter aussi de mourir. J'ai entendu parler d'une légende qui dit que si on ne dort pas pendant un certain temps, on peut limite en mourir. Est-ce que c'est vrai ? Alors, à savoir si on en meurt, c'est possible. Mais bon, si on reste très longtemps sans dormir, on a quand même de très gros troubles au niveau cerveau, au niveau physiologique. Donc le sommeil n'est pas anodin et on ne peut pas trop pousser à ne pas dormir. À la limite, on peut trouver ça banal. Bon, c'est dans notre fonctionnement de tous les jours. On trouve ça... c'est tout à fait normal. On peut se permettre de faire des nuits blanches parfois. On dit qu'on n'a pas envie de dormir, qu'on n'est pas fatigué. Mais ça reste nécessaire quand même à notre survie. Oui, c'est sûr que beaucoup de gens pensent que c'est une perte de temps. Mais il n'y a pas meilleur repos que le sommeil. Et d'ailleurs, c'est pour ça que chaque année, on a une journée nationale du sommeil, une journée internationale même du sommeil, où on cherche à rappeler l'importance du sommeil, la prévention et éviter tant d'effets négatifs causés par le manque de sommeil. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme conséquence directe du manque de sommeil ? Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme conséquence directe ? Je prendrais le fléau actuel en Guadeloupe, le nombre de morts, les accidents de la route. Donc, quand on n'a pas dormi suffisamment ou quand on a une maladie du sommeil, parce qu'il y a aussi des maladies du sommeil, on a une somnolence. Pendant la journée, on n'est pas en forme. Et on peut avoir un accident. Ne pas dormir équivaut à avoir bu de l'alcool. D'accord. Ça peut être aussi désastreux que de boire de l'alcool. Oui, que boire de l'alcool. Je n'ai pas les correspondances, mais c'est quand même assez équivalent. Bon, sommeil qu'on peut considérer comme inutile, bon, pas productif, ça ne rapporte pas d'argent, n'est-ce pas ? Mais en tout cas, ça nous permet... Je crois que, de temps, oui. Mais en tout cas, dans les phases de guérison, par exemple, c'est nécessaire, c'est même très recommandé de beaucoup se reposer, finalement, de beaucoup dormir quand on doit récupérer. Oui, c'est sûr, dans les phases de guérison, mais dans les phases normales de la vie, on doit dormir. Parce que le sommeil n'est pas seulement un moment où on se déconnecte avec le reste. Pendant le sommeil, il y a énormément de fonctions, de bienfaits du sommeil sur l'organisme. Mais qu'est-ce qui est actif ? C'est le fait de dormir profondément ou juste le fait d'être allongé ? Alors, le fait de... Ce que je veux dire, c'est que le sommeil n'est pas uniforme. Quand on dort, on se couche, on a une phase d'endormissement, une phase de sommeil lent léger, une phase de sommeil lent profond et un sommeil paradoxal. Et dans chaque étape de ce sommeil, il y a quelque chose, une fonction différente qui est réalisée. Par exemple, un enfant va à l'école toute la journée, il a accumulé plein de choses, c'est un petit peu brouillon dans sa tête. Permettent de mémoriser, de ranger, d'éliminer ce qui n'est pas important, c'est pendant le sommeil que ça se fait. Il y a certaines hormones qui sont sécrétées pendant le sommeil, par exemple le cortisol qui est une hormone qui agit, l'hormone du stress. Et donc quand il y a un déséquilibre, on peut avoir un stress plus important et qui empêche le sommeil. On a d'autres hormones comme l'hormone de croissance. Donc chez les enfants, les enfants petits qui doivent avoir un certain taux d'hormone de croissance, et ben, s'ils ne dorment pas suffisamment pendant longtemps, on peut avoir des répercussions. Et il y a encore bien d'autres choses. C'est là qu'on en arrive à ces fameuses 8 heures de sommeil nécessaires pour bien récupérer ? 8 heures... Mais c'est une légende ça aussi. Non. 8 heures, c'est pour un adulte.
Pour un enfant, un bébé par exemple doit dormir 16 heures à 20 heures. Et une personne âgée, 7 heures. Mais il faut dire qu'il y a des gros demeurants, il y a des petits dormeurs, c'est la génétique, mais il y a quand même un équilibre, une quantité de sommeil qu'il faut avoir. Donc il faut une quantité, mais aussi il faut une qualité de sommeil. Puisque vous dites que chaque état de sommeil différent a une fonction justement particulière. Donc si par exemple on n'a pas le temps d'arriver au sommeil profond, au sommeil paradoxal, on n'a pas eu une nuit ou une phase de repos complète en fait. Voilà, cette partie du sommeil qui a une fonction particulière ne sera pas effectuée et donc la fonction ne sera pas effectuée. Donc il faut quand même avoir une certaine connaissance de son sommeil pour avoir une certaine maîtrise de son sommeil, même ça. Oui, parce que on peut se dire je vais me coucher plus tard. Bon, demain c'est samedi, je vais me réveiller à 10h, 11h, mais la qualité du sommeil n'est pas la même chose. Beaucoup de gens disent je dors tard pendant la semaine et le week-end je vais récupérer. C'est pas vrai, on ne récupère. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça, non. Et souvent, si on peut se coucher et dormir pendant un certain temps et se lever encore plus fatigué que quand on ne s'est couché. Pourquoi ? Oui, parce que, bon, j'ai parlé du stress, mais aussi il y a des maladies qu'on trouve pendant le sommeil. L'apnée du sommeil, par exemple ? L'apnée du sommeil, c'est une pathologie respiratoire qui se trouve pendant le sommeil et où la respiration est bloquée régulièrement et donc le cerveau pendant ce temps n'a pas d'oxygène, le cœur est stressé, donc on a des répercussions au niveau du cerveau, on a des répercussions au niveau de la tension, du cœur, donc des maladies cardiovasculaires. Et bien sûr, quand on se réveille, comme on a eu ces coupures dans la nuit de son sommeil, on est fatigué et on prend la voiture, on va au travail, et on peut avoir un accident. Très important d'avoir le bon sommeil, donc la bonne qualité de sommeil et la bonne durée de sommeil. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose d'inutile. C'est pour le bien-être de notre corps. Et est-ce que vous organisez des manifestations justement pour mieux apprendre peut-être à dormir, à se préparer à dormir, des choses comme ça? Oui, alors le JIPRASPEG organise demain un webinaire où on va parler du sommeil. Du sommeil, on aura Madame Micherel. Donc Hélène Micherel, le docteur Hélène Micherel. Qui va nous parler du sommeil, les répercussions de la pandémie, la Covid actuelle sur le sommeil des Guadeloupéens. On aura une gynécologue qui va nous parler de la répercussion du sommeil sur la grossesse et le futur bébé. Un addictologue qui va nous parler des addictions et du sommeil. Moi-même, je vais parler de l'apnée du sommeil et de ses conséquences et comment prendre en charge cette apnée du sommeil parce que nous faisons de l'éducation thérapeutique et nous prenons en charge, nous aidons les patients à accepter leur maladie et à mieux se prendre en charge. Et éviter peut-être aussi les surdosages en médicaments aussi, les somnifères et autres. Oui, parce que souvent quand on ne dort pas, qu'on n'a pas vu son médecin, à ce moment-là, on prend des somnifères. Donc c'est pourquoi nous informons sur ce sommeil, pour que les gens qui se retrouvent dans ces signes puissent aller consulter et pouvoir se soigner, parce que ça se soigne. Merci beaucoup, docteur Broussillon, d'être venu sur ce plateau ce soir nous parler justement de l'importance de ce sommeil et de cette conférence en visio qui sera organisée par le JIPRASPEG demain. Comment on y participe ? Alors, on y participe en allant sur le site du JIPRASPEG et on aura l'idée et le mot de passe. Très bien. Et il y a aussi un numéro direct, le 0590 47 17 00. Merci beaucoup, docteur Broussillon. Bien, c'est moi qui vous remercie. Et on se penche maintenant sur le cursus de professeur des écoles qui évolue. Ce métier d'enseignant est difficile de par la polyvalence des disciplines. Alors afin qu'il soit opérationnel, une spécialisation se fera dès la première année d'études. Le reportage.
Une nouvelle offre de formation de l'enseignement supérieur. Nous nous situons dans la lignée de ce qui s'est fait dans plusieurs académies l'année dernière. La Guadeloupe fait le pas cette année. Madame la rectrice a choisi cette année de mettre en place cette formation. Le LGT Bainbridge a été retenu, de même en partenariat avec l'Université des Antilles. C'est un moment fort pour l'établissement, mais c'est un moment fort pour l'académie aussi. Le bénéfice de cette formation en Guadeloupe, c'est précisément d'avoir des professeurs des écoles qui ont été formés dès leur première année d'études à ce métier. C'est-à-dire que les étudiants ont été identifiés comme souhaitant devenir professeurs des écoles juste après leur bac et durant les 5 années, ils vont bénéficier d'une formation orientée sur ce métier. C'est un métier qui est assez difficile et qui est caractérisé par la polyvalence des différentes disciplines à enseigner. Et donc l'Académie de la Guadeloupe souhaite que ces enseignants, ces futurs enseignants, dès leur année d'études, soient compétents dans toutes les disciplines à transmettre aux élèves. Avant, les enseignants n'étaient pas, les professeurs des écoles n'étaient pas formés dès le début de leur formation à cette pluridisciplinarité, à cette polyvalence. Et maintenant, ils seront tout de suite polyvalents et compétents dans cette polyvalence. Et puis, ce métier d'enseignant est complexe, il y a énormément d'enjeux. L'enjeu de la lecture, l'enjeu des calculs. Vous savez que l'apprentissage des mathématiques est complexe et constitue un enjeu dans notre académie. Donc, ce parcours préparatoire est vraiment orienté pour augmenter le nombre d'enseignants performants dans le premier degré. Cette formation permet d'avoir un lien fort avec les lycées et l'enseignement supérieur. Ça permet à nos élèves, par la suite, nos futurs étudiants, d'avoir une entrée à l'université beaucoup plus, je dirais, plus douce et plus facile. Les élèves accèdent au fur et à mesure à l'université. Donc ils sont dans un cadre qu'ils connaissent, celui du lycée, en mode, si vous voulez, classe préparatoire. Et puis au fur et à mesure, ils découvrent l'université avec sa complexité, avec sa richesse, avec le monde de la recherche. Mais ils font le va-et-vient entre le lycée et l'université pour que l'adaptation soit optimale. L'un des points forts de ce parcours, c'est-à-dire que les élèves vont passer en première année près d'1 mois dans un établissement, plus précisément dans une école primaire, pour voir la réalité du métier de professeur des écoles. Et on enchaîne avec une journée porte ouverte du régiment du service militaire adapté, premier centre de formation de Guadeloupe. Leur credo n'est pas la guerre, mais l'insertion professionnelle. Et ils se débrouillent bien, avec un taux d'insertion à 80%, tant dans les métiers de la sécurité que ceux de la bouche. Par exemple, les équipes encadrantes se félicitent. Le reportage de Stanley Manicor. L'objectif de cette journée, c'est vraiment de faire la démonstration et la présentation de tout ce qu'on est capable d'offrir à un jeune aujourd'hui sur les îles de Guadeloupe, afin de nous faire notre promotion et casser un petit peu les idées reçues et montrer nos installations, nos savoir-faire et expliquer aux jeunes, notamment des écoles qui sont venus en nombre aujourd'hui, de leur expliquer en quoi consiste une formation au RSMA. Notre but, c'est vraiment de comprendre qu'on ne va pas former des jeunes au combat ou à faire la guerre. Nous, notre combat au RSMA, c'est l'insertion professionnelle, c'est apprendre les bonnes consignes et les bonnes conduites à appliquer dans le cadre du milieu professionnel. Donc c'est vraiment ça notre combat. On n'est absolument pas là pour former des soldats pour partir au combat. En 2021, malgré l'année un petit peu particulière qu'on a vécue en Guadeloupe, on a formé un petit peu plus de 600 jeunes au travers de toutes les filières. Un taux d'insertion en sortie de cursus chez nous qui est supérieur à 80%. Il est bien là notre combat permanent, c'est arriver à quasiment garantir un contrat dans le milieu professionnel, dans la filière demandée par le jeune, en sortie de chez nous. Les métiers de la sécurité fonctionnent très très bien, il y a vraiment un gros besoin sur les îles de Guadeloupe. Les métiers de bouche, la restauration, etc. fonctionnent très bien. Les jeunes sont mis en situation, quelle que soit la filière, en entreprise. Bien souvent, on n'a même pas le temps de finir la formation chez nous, qu'il est déjà recruté. Donc pour nous, c'est mission gagnée.
France Relance, elle se penche sur le financement de la filière bois local en Guadeloupe. 50 000 mètres cubes de bois plantés dans les années 70 sont mis à disposition de certains artisans du bois, comme l'entreprise Bois d'ici. Elle bénéficie d'un accompagnement à hauteur de 50% de ses investissements, le reste en images. Notre activité, c'est en fin de compte la filière bois, de la coupe des arbres, l'extraction, le transport à la scierie, le sciage, le séchage et ensuite la transformation. Plancher, bardage, volige, on fait aussi un peu de mobilier, on fait tout ce qui est en bois local pour la construction et pour l'ameublement des gens privés et un petit peu de chantier public parce que aujourd'hui les collectivités, elles ont besoin de bois local dans leur construction. La filière du bois était une filière qui existait, notamment sur la côte sous le vent, et puis petit à petit, elle a périclité. Il nous reste très peu d'entreprises et celle-ci s'est montée il y a 2 ans. Et elle a une grosse capacité d'investissement parce qu'elle a un carnet de commandes qui est plein et elle n'arrive pas à satisfaire ses commandes. Elle est sur un secteur qui est un peu un secteur de niche, qui est celui de la valorisation du mahogany notamment, ou des ressources naturelles de bois naturelles de Guadeloupe, qui poussent sur tout le massif de la soufrière et dans toutes les forêts, qui sont gérées par l'ONF. Alors le ravitaillement se fait sur toute la Guadeloupe. Là vous avez derrière moi des grumes de mahogany qui viennent de Petit-Bourg. Là actuellement nous sommes en train de faire des arbres sur Saint-Claude, et là c'est de l'acajou. Alors oui, il y a du bois, mais en fin de compte, c'est du bois qui a été planté dans les années 60, 70 par l'ONF à l'époque, à cet effet, qui est vraiment dédié à l'exploitation forestière. Donc vous avez, d'après l'ONF, 50 000 m3 de bois disponibles pour les Guadeloupéens. Je pense que le bois local peut être un métier d'avenir. Il y a de plus en plus de demandes et c'est dommage de ne pas valoriser cette ressource plus que ça aujourd'hui. Ça représente quand même un bon coup de pouce. Nous, on a investi quand même 200 000 € dans ce projet. Ce qui fait que le plan de relance nous aide bien par rapport à ces investissements. Là aujourd'hui, on aide à hauteur de 50% l'investissement ici dans une entreprise qui traite du bois de façon générale, donc depuis les grumes jusqu'à des planchers qui sont ici. En fait, toutes les entreprises le sont, il faut qu'elles déposent des dossiers et ensuite on travaille avec elles sur le projet d'investissement. Alors après, quand ce sont des entreprises qui sont dans des secteurs dans lesquels on veut privilégier la montée en capacité, la montée filière ou la capacité d'emploi, comme ici, eh bien on les aidera d'autant plus. En espérant qu'un maximum d'artisans puissent bénéficier de ce bois. Et la présidente de l'Agence nationale des services civiques et de passage en Guadeloupe, lancé en mars 2010, le dispositif permet l'insertion temporaire de jeunes de 16 à 25 ans. Cette dernière était en visite de terrain donc pour un retour d'expérience des bénéficiaires du service civique et de la mobilité européenne. À Bébao, 25 jeunes travaillent sur un projet de jardin partagé. Le reportage. Donc je fais un déplacement de 4 jours en Guadeloupe sur cette île magnifique pour aller à la rencontre des jeunes en service civique, mais aussi d'autres jeunes qui ont effectué une mobilité européenne avec le Corps européen de solidarité. L'Agence du service civique est en charge à la fois de programmes européens et du service civique. Donc je viens vraiment faire une visite de terrain pour écouter l'expérience des jeunes, entendre ce qu'ils retirent de positif de cette expérience d'engagement où ils sont utiles aux autres et puis éventuellement prendre en compte leurs recommandations et leurs propositions d'amélioration. Cette année, on a voulu démontrer aux jeunes qu'il y a autre chose que de travailler à faire les espaces verts autre chose. Et nous sommes entrés dans un dispositif parce que nous aussi, nous voulons que notre ville soit une ville durable. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes sur des thématiques de développement durable. Et parmi ces thématiques de développement durable, on a la mise en place, dans l'engagement citoyen des jeunes, de jardins partagés. Il s'agit pour nous de faire en sorte que nos jeunes, dans le cadre de cet engagement service civique, deviennent des citoyens
éco-responsable. Nous voulons faire en sorte que nos jeunes s'imprègnent de cette problématique-là et partagent ensuite. Créer du lien social est l'une de nos volontés. Alors, je vous l'avais dit, ils sont 25 jeunes concernés. Nous sommes les premiers à l'avoir initié. Et aujourd'hui, ce sont des jeunes qui reçoivent un défraiement de plus de 600 €, alors que le dispositif en lui-même, c'est 400 et quelques. Donc, nous, la ville de Baie-Mahault, depuis très longtemps, nous avons abondé avec 200 € de plus, de manière à pouvoir faire en sorte, ce n'est pas un salaire, c'est une sorte de petite indemnité, un défraiement sur l'engagement des jeunes. Déjà à la base, j'ai commencé à la mairie en tant que contrat civique, puis j'ai continué avec un contrat d'avenir qui a débouché sur un CDI. Mais à la base, j'ai commencé avec un contrat civique comme les jeunes qui sont avec nous maintenant. On est en train de planter avec les jeunes et les habitants du quartier, de quoi nourrir, de quoi se soigner avec des plantes locales de Guadeloupe. Je trouve que cette mission, la première mission que je découvre autour de l'animation d'un jardin partagé, c'est tout à fait exemplaire de ce qu'il faut faire pour aider les jeunes à prendre en main finalement leur environnement. On sait que les jeunes sont très très sensibles à cette question du développement durable. Donc l'idée de les aider à participer à l'entretien de la commune, des espaces verts de la commune pour mieux comprendre comment fonctionne la nature et de contribuer à sa préservation, ça me paraît tout à fait inspirant. Un reportage signé Nicolas Hatchi. La municipalité de Sainte-Rose, elle, lance un contrat de ville pour les associations. Un appel à projet en vue de financer leurs activités comme des ateliers de tennis dans les quartiers par exemple. Le reportage. Un appel à projet qui est lié à la politique de la ville et donc qui démarre le processus du contrat de ville qui est renouvelé à Sainte-Rose. Et positif pour la ville, mais positif pour le tissu associatif aussi, puisque depuis quelques années, malheureusement, les associations n'avaient pas les moyens de pouvoir agir et de réaliser des projets. Donc ce contrat de ville autorise une nouvelle manne financière pour ces associations qui pourront répondre à l'appel à projet et être sélectionnées pour pouvoir réaliser des actions d'accompagnement au niveau des quartiers prioritaires du territoire. On a une action qu'on a appelée le tennis dans le quartier. Tennis dans les quartiers, où on va directement dans les QPV avec du matériel. Les encadrants de l'association vont proposer des ateliers tennis dans les quartiers aux jeunes, aux enfants, directement. Ce sont eux qui sont sur le terrain et qui peuvent relayer. La mairie, par exemple, ne peut pas embaucher tout le monde. Voilà, donc les associations peuvent servir effectivement de relais à ce niveau-là. Et c'est le cas de l'association Sophia Altitude. Aujourd'hui, nous avons un adulte relais donc, au sein de notre association, financé à 100% par l'État. Ça, c'est quelque chose de très, 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 très appréciable. Et on a également donc, un contrat donc, aidé. Donc ça veut dire que nous, on est vraiment donc, dans ce domaine social et mener des actions avec les jeunes des quartiers prioritaires. On ne peut pas imaginer la politique de la ville sans les associations. On ne peut pas imaginer la politique de la ville sans cet encadrement social. Et c'est eux qui peuvent distiller dans les quartiers difficiles un certain nombre d'éléments, et notamment l'accompagnement des jeunes qui sont en difficulté. Nous avons pu voir combien la jeunesse sainte-rosienne peut être sulfureuse, notamment avec ce qui s'est passé sur le pont de la Boucan. Donc c'est une bonne chose, cet accompagnement qui aura lieu, et surtout ça permettra de redynamiser la ville, puisqu'il y a une question de dynamique aussi, tant pour le tissu associatif que le tissu économique de manière générale. Le conseil local de prévention de la délinquance de la ville de Moule, lui, fait son retour. Dans la capitale, il fait bon vivre et le bilan est positif avec une délinquance maîtrisée sur le territoire. La mairesse a tenu aussi à parler un peu de la vidéosurveillance qui semble être efficace. Le reportage de Charlie Dagonia. L'objectif de cette réunion, c'est qu'il y a 2 ans, on n'a pas réuni le conseil local de la prévention de la délinquance, puisque à cause de la pandémie, à cause des grèves, à cause de toutes ces difficultés. Et aujourd'hui, c'est la grande réunion avec tous les partenaires qui sont dans le CLSPD. Il y a un conseil d'administration, mais nous avons des partenaires. Les partenaires, la gendarmerie, la police, la douane, tout cela. Puisqu'on parle de délinquance. Qui dit délinquance, ça peut être la délinquance routière, la délinquance, la violence, nos jeunes,
nos enfants. Et pour nous, c'est faire le bilan. Et on va mettre encore d'autres actions en place et continuer ces actions que nous avions déjà mis en place. Le Moule, c'est une commune où la délinquance est maîtrisée. Et c'est important de le dire parce que ici, sans doute en raison de l'éloignement aussi, eh bien c'est une commune qui a peut-être moins subi d'abord les événements de fin d'année. Et puis c'est une commune qui arrive à maîtriser la délinquance. Les gendarmes qui ont présenté leur bilan il y a quelques minutes ont fait apparaître que les chiffres sont plutôt bons. Les chiffres de la délinquance, avec évidemment bien sûr de vraies difficultés qui existent toujours, notamment sur les violences intrafamiliales, la circulation des armes à feu, c'est des choses qui existent ici aussi bien sûr, mais peut-être en moins grande quantité qu'ailleurs. Après 2 ans, je pense que le bilan il est positif. L'essentiel, il faut continuer. Vous voyez, par exemple, on a parlé du système de vidéo. Eh bien, on se rend compte que c'était important et il faut encore redoubler d'efforts. Alors c'est vrai que toutes ces actions, nous le mettons, certes, avec des deniers communaux, enfin l'argent communal, mais aussi avec l'aide de l'État, puisque nous avons un contrat de ville, nous avons un PRE, nous avons la réussite éducative que nous allons mettre ensemble. Ça s'adresse à la population, mais surtout à la jeunesse. Alors on peut toujours faire mieux, c'est certain, on doit toujours faire mieux, on doit améliorer, je crois, d'abord la citoyenneté. Moi je pense que vraiment c'est un travail du CLSPD. Le CLSPD c'est une instance qui parle de prévention de la délinquance. Et la prévention de la délinquance, ça commence très jeune, ça commence par apprendre la citoyenneté, ça commence par apprendre les règles de vie en société. C'est très très important de travailler là-dessus avec des jeunes qui doivent comprendre qu'avant d'être des individus, ils sont des citoyens, c'est-à-dire des gens qui sont intégrés dans un système et qui doivent en tenir compte pour ne pas faire n'importe quoi. La maison Schwarzbart bénéficie du loto du patrimoine. Cette construction à la Barbadienne sera donc réhabilitée pour le plus grand plaisir de Simone Schwarzbart, que l'on regarde tout de suite. Eh bien, mon sentiment, c'est tout simplement que je crois au miracle et que quand on croit au miracle, ils arrivent quelquefois. Et j'espère que c'est un lieu où il y a déjà eu un bilan de programmation essentiel, tellement important, que cela va permettre de continuer la chose sans craindre justement que le bâtiment nous lâche. C'est un bâtiment qui est aussi lui-même emblématique, puisqu'il n'y en a pas beaucoup comme cela. Ça s'appelle une construction à la Barbadienne. Donc il y a tout l'étage qui est normalement persienné, qui va l'être de nouveau, je l'espère. Et je suis vraiment très 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 heureuse d'être accompagnée. C'est surtout une fierté d'avoir accompagné Simone Schwarzbart, qui est une écrivaine connue sur un tel projet de la Fondation du patrimoine, et c'est surtout un remerciement direct au président de la République, Emmanuel Macron, qui a tenu à s'engager autour de ce lieu mémoriel, autour de la culture guadeloupéenne et caribéenne, et qui a fait en sorte que sous les dossiers qu'on lui présente, il apporte son soutien. Donc vraiment c'est une convergence d'acteurs, convergence d'actions qui nous permet aujourd'hui d'avoir cette reconnaissance nationale à travers ce prix qui est décerné par la Fondation du patrimoine à ce site de la Souvenance, la maison Schwarzbart à Goyave. Et c'est vraiment quelque chose de formidable. Je suis très heureux et très fier d'avoir, avec Simone Schwarzbart et l'association La Souvenance Maison Schwarzbart, porté ce projet. Nous avons une association qui est très 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 active, association Maison Schwarzbart, présidée maintenant par Fanny Margras, et qui fait des choses, qui propose naturellement en concertation avec moi, mais qui proposent des choses parce que ce sont des jeunes et qu'ils peuvent porter justement ces plans-là. Et moi, ça me rajeunit. Vous me disiez tout à l'heure, oui, je me sens jeune, parce qu'il y a tellement de jeunes autour de moi que, bon, voilà, je suis le mouvement.
Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous, bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, c'est politique, spéciale élection municipale à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Ce sera présenté par Yves-Lise Boissé. Et avant la coupure pub, oh, j'ai perdu le live. J'essaie de le retrouver rapidement. Donc, bonsoir à Teddy Bamberg, bonsoir à Kitoun Cyprien, à Claudie Giraud-Girard, à Alain Haine, à Lydia Luce, à Lina Wild, à Joël Bazit, à Viviane Coton, à Rulé Bronson Style Steve. Bonsoir aussi à Moïse Aubin Caramel. Bonsoir, je crois que j'ai vu Jimmy aussi. J'ai vu que toute la team du journal était présente aussi sur le live. Oui, vous parlez du préfet. Ben oui, le préfet, il est un petit peu partout. Hein. Vous savez, il y a campagne. Hein. Il y a la présidentielle qui arrive, hein. Ils sont en plein dedans. Donc, beaucoup de communication. Bisous, bisous tout le monde, on se retrouve demain.